Nous sommes dans les backwaters, à la pointe sud-est de l'Inde, au cœur de la région du Kerala, prise en étau entre la chaîne de montagnes du Ghats et la mer d'Oman. La mousson ne s'est pas encore annoncée. Les températures atteignent régulièrement 40 degrés et la terre se plonge le soir dans les brumes de chaleur que le soleil dissipe au petit jour. Les eaux forment ici un labyrinthe de près de 1500 km de canaux et de lagunes. Une zone que l'on a longtemps cru inexploitable jusqu'à l'arrivée des Anglais. Il y a longtemps, cette région était presque déserte. La plupart des terres étaient inondées. Les Anglais sont arrivés. Les premiers étaient une femme, Annie Baker, et son fils. Ce sont eux qui ont créé les premières rizières. Ils ont embauché des gens qui vivaient ici et en ont fait venir d'autres du reste du Kerala. Tous ceux qui venaient travailler ici gagnaient un bout de terre pour bâtir leur maison. C'étaient des paysans qui savaient cultiver et bâtir des digues, et on en a fait des rizières qui ont été délimitées par les digues qu'ils ont construites. Les plants de riz jaunissent et annoncent l'imminence de la moisson. Les riziculteurs surveillent au jour le jour. Ce sont de grands spécialistes qui produisent un riz d'une qualité exceptionnelle. Cette année, comme toutes les autres, la récolte sera bonne. La priorité du moment est de trouver du personnel, et ce n'est pas facile. Les hommes libres et suffisamment courageux sont très recherchés. La main-d'œuvre se fait rare. La vie dans le Kerala est paisible. Elle coule au rythme lent de l'eau de ces canaux. Ici, on prend le temps de faire les choses et creuser ce labyrinthe n'a pas été une tâche facile. Lorsque Annie Baker s'est aperçue qu'elle pouvait faire fortune en cultivant du riz, elle a dû faire venir des bras de tout le sud de l'Inde. Il n'y a que ces gens qui pouvaient supporter une telle chaleur. De ces terres inondées, ils ont extrait la boue qui a servi à construire ces digues, et les parties creusées dont a été extraite cette terre ont formé les premiers canaux. Les gens ont pris l'habitude de se déplacer par ces canaux. Ils utilisaient pour ça des barques à rames. Comme la plupart des terres étaient utilisées comme rizières, il ne restait aux gens que le bord de ces canaux pour construire leur maison. Et la vie s'est organisée comme ça.
On pêchait et on transportait tout. Dans les champs voisins, la récolte a commencé et un peu partout, on conditionne déjà le riz qui sera acheminé jusqu'au silo. On vient des villes voisines et même de très loin pour travailler dans ces champs. Les riziculteurs n'ont pas augmenté les salaires depuis bien longtemps. Ils connaissent les pires difficultés à trouver de la main-d'œuvre efficace. À vrai dire, seuls les anciens continuent d'effectuer ce travail difficile. Ils n'ont pas le choix. Les plus jeunes ont déserté les champs, poussés par leurs parents à poursuivre des études et se forger d'autres destins. La région est fière de compter le meilleur taux d'alphabétisation de tout le pays. 94% contre seulement 64% dans le reste de l'Inde. Nous faisons ça 2 fois par an. La première entre avril et juin, la seconde en novembre. Nous utilisons une très bonne semence que nous appelons Uma et nous utilisons cette semence pour nos 2 récoltes. Grâce à cette variété, nous produisons un riz de très bonne qualité. Pour les fermiers et les conditions de la région, c'est la meilleure qualité possible. Il y a un siècle, la région était constituée de près de 90% de rizières. La carence de main-d'œuvre est l'un des facteurs qui a convaincu un bon nombre de propriétaires d'assécher les leurs. Le dernier atout que possède le riz du Kerala est son extrême qualité, qui l'assimile à ce que l'on qualifierait chez nous de bio. Le riz que nous produisons est un riz complet qui se consomme pour nos 3 repas, matin, midi et soir, car nous pouvons le préparer de plusieurs manières, selon les recettes dans lesquelles il va rentrer. Le bateau est le seul mode de transport possible et la complexité que cela représente de nos jours achève de dissuader les producteurs, d'autant que les transporteurs se font rares et qu'il faut parfois attendre plusieurs semaines que l'un d'eux puisse prendre en charge la récolte au risque qu'elle s'abîme sur place. Vivre dans les backwaters n'est pas simple au XXIe siècle. Tant que la population était contenue, ça ne présentait pas de problème. Mais avec son augmentation, l'eau des canaux a cessé d'être potable et la situation est devenue paradoxale. Dans cette région inondée en permanence, il est devenu difficile de se procurer de l'eau. Le gouvernement n'a jamais pensé qu'une telle situation se produirait et aucune canalisation n'est prévue pour acheminer l'eau courante. On conserve donc la vieille méthode de ravitaillement et une famille de 2 enfants doit acheter en ville les 1000 litres d'eau qu'elle consomme environ tous les mois. Au bord des canaux, l'eau est donc rationnée et n'est utilisée que pour boire et préparer à manger. Malgré la difficulté, la tradition pousse les habitants des backwaters à rester au pays et si possible au bord des canaux. Tout est organisé pour ça. Les marchands ambulants font le lien entre la ville et les habitations les plus éloignées.
Tout se vend dans les pirogues, depuis les ustensiles pour la maison jusqu'aux vêtements, en passant par tous les produits que ni les champs ni les canaux ne peuvent fournir. La fraîcheur relative qui règne ici est un véritable privilège. Un bateau est un capital que l'on se transmet de génération en génération. Il n'y a plus de chantier capable d'en fabriquer et très peu qui assurent leur entretien. Chez ceux qui exercent encore une activité, la place manque parfois. Convoyer un bateau jusqu'ici n'est pas une mince affaire. Il faut déplacer, pousser, tirer. Et tout ceci réclame, là encore, une main-d'œuvre nombreuse que les tarifs pratiqués peinent à assumer. La région est comme le reste du monde, en pleine mutation. Mais l'environnement évolue bien plus lentement que les esprits. Alors le décalage qui se crée devient pour les habitants un véritable casse-tête. Comment continuer à vivre au bord des canaux avec si peu d'entreprises encore liées à leur activité ? Les petites entreprises artisanales foisonnaient tout au long des canaux. Aujourd'hui, hormis celui du riz, le transport a considérablement diminué, ce qui rend inutiles les barques de grande dimension. L'avenir doit donc être envisagé sous d'autres formes. Nous faisons ce métier depuis 3 ou 4 générations. Ça va s'arrêter là. Mes enfants font tous les deux des études pour devenir ingénieurs. Et ne prendront pas ma suite. Ce travail ne les intéresse pas du tout. Les revenus qu'ils procurent ne sont pas suffisants. À l'époque, c'était beaucoup plus intéressant. Je gagnais jusqu'à 100 000 roupies par mois. Aujourd'hui, j'arrive difficilement à 15 000. Ce n'est plus à la mode, plus personne ne veut faire ce métier. Les bateaux de transport possèdent pourtant un bel avenir, tant que l'on n'aura pas tracé de route en nombre suffisant pour que les camions les concurrencent. Ils connaissent un nouveau destin car leurs propriétaires les recyclent en bateaux de promenade, dont les visiteurs toujours plus nombreux sont friands. Le destin des backwaters pose beaucoup de questions à la population locale, partagée entre la volonté de perpétuer une vie tranquille et celle de s'engager dans les voies actuelles de succès, le tourisme, pour ne pas le nommer. Ce qui est sûr, c'est que les changements sont perceptibles. Avant, on utilisait la fibre de coco pour faire de la corde. Maintenant, on utilise de la ficelle de plastique. Alors, ça dure beaucoup plus longtemps. La corde de coco ne durait que 2 ans, alors que le plastique tient 3 ou 4 ans. La récente arrivée du tourisme a entretenu le doute quant aux réelles perspectives qu'il offre aux jeunes. Tous ont abandonné les métiers traditionnels lorsque les premiers hôtels ont commencé à se construire et les premières années
ont été plutôt bénéfiques. Par contre, lorsque l'exploitation de ces hôtels a débuté, tout le monde a déchanté. Le niveau de vie particulièrement élevé des Kéralais les poussait à exiger des salaires que refusaient les grands groupes venus du nord du pays et qui ont préféré importer de la main-d'œuvre meilleur marché depuis les grandes villes et les régions plus défavorisées. Les Kéralais, dépités, se sont aperçus qu'ils avaient asséché leur rizière et cédé leurs terres à des gens qui ne leur offraient pas la moindre perspective d'avenir. Le Kerala est réputé pour ses noix de coco autant que pour sa riziculture. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, les cocotiers sont omniprésents. Ils ont eux aussi contribué au développement et à l'essor économique de la région. Dans les backwaters, les cargaisons de coco, comme les autres marchandises, ont toujours transité par les canaux. Cette activité est elle aussi concurrencée par la production industrielle et très peu de familles peuvent encore en vivre. Celle de Thomas Karivelil est quasiment la dernière de toute la région de Kumarakom à produire du copra. Le copra est le résidu sec de la pulpe de noix de coco et on en extrait une huile. Mais le cocotier et ses fruits offrent bien plus que ce simple avantage. J'ai commencé ce travail il y a 60 ans, il y a très longtemps. Nous livrons notre copra dans la ville voisine, Alepi. Nous coupons les noix de coco, nous les faisons sécher et nous livrons au moulin à huile. Maintenant, je suis trop vieux pour faire ce travail. Et moi, je reste ici. Avec les cocos, nous faisons des currys. L'huile que nous extrayons est bonne pour les cheveux. Nous faisons des soupes, des sauces, des biscuits. Le copra sert à beaucoup de choses. Avec la fibre de coco, nous faisons des tapis, de la corde. Voilà tous les usages du coco. L'exploitation des cocotiers est sans doute une des plus anciennes activités économiques de la région, qui a plusieurs fois été envahie par la mer au cours de sa récente histoire géologique. La noix de coco possède la particularité de pouvoir survivre des décennies dans l'eau de mer, en attendant que les conditions soient favorables à sa germination. L'usage du copra remonte à des temps très lointains, et ce type de petite entreprise familiale a formé au long des siècles la trame du tissu économique. L'Inde tout entière n'a transmis de son passé que les grandes scènes épiques, dont rois et reines étaient les héros, et on a peu d'informations sur l'histoire ancienne du Kerala. On a seulement la quasi-certitude que la grande majorité de ses habitants sont tous issus d'une immigration permanente qui aurait débuté 2 siècles avant notre ère. La mythologie dit que Parasurama, la 6e réincarnation de Vishnu, possédait une grande force physique et qu'il était un combattant féroce. Le nombre inquiétant de ses victimes avait conduit les dieux à l'isoler dans les montagnes du Ghats pour une longue pénitence, et à sa sortie, ils lui offrirent de tracer une ligne droite en direction de la pointe sud de l'Inde. Il n'y avait en fait que la mer,
Mais il fut demandé à Parasurama d'y jeter sa hache. Alors, la terre serait apparue, et elle correspondait à l'actuel Kerala. Parasurama privé de ses armes, la région est devenue un havre de paix et d'harmonie. Thomas n'exerce plus la production du copra qu'à titre très artisanal, et elle ne lui rapporte qu'un revenu de complément. Son fils l'aide parfois, mais il s'intéresse plutôt aux nouveaux débouchés que procure le tourisme. Il devient très difficile de trouver des cueilleurs de coco, et l'approvisionnement est un problème en soi. Alors, c'est inéluctable, la production artisanale du copra est vouée à disparaître. D'ailleurs, on construit désormais les hôtels à l'emplacement des anciennes cocoteries. Dans l'avenir, ce sera très difficile de faire ce métier. C'est très difficile avec la crise de travailler dans ce domaine. On souffre aussi de la crise. Nous avons besoin d'éduquer nos enfants pour qu'ils atteignent le meilleur niveau. C'est difficile de trouver des coupeurs de coco. Personne ne veut faire ce travail. À l'époque, nous pouvions acheter de grosses quantités de coco, mais maintenant, nous en trouvons très peu. C'était une activité très intense, mais c'est fini aujourd'hui. Alors, c'est difficile pour nous de continuer ce travail. Il y avait 14 producteurs comme nous à Kumarakom, et nous sommes les derniers. Plus personne ne veut faire ce métier. C'est un travail très responsable. Du début à la fin du processus, nous devons respecter beaucoup de règles. Pour ça aussi, personne ne veut ce métier. La population de Kumarakom, pourtant, est en constante évolution, ce qui atteste de deux choses. L'attachement des natifs à leur région est bien réel, et la disparition des petits métiers se fait au profit de nouvelles activités. L'une d'entre elles résulte d'une équation assez simple, les ressources en riz diminuent faute de rizières, et le nombre de bouches à nourrir reste identique et même en légère augmentation. Les 1500 km de canaux se sont donc avérés parfaits pour un singulier élevage, celui des canards. Un nouveau métier est né, et l'économie retrouve ainsi une partie de son équilibre. Je suis éleveur de canards. À 6 h du matin, je sors les canards de leur cabane. Avant que le soleil ne soit trop fort, je les emmène dans le canal. Après 4 heures, je les emmène jusque dans la rizière où ils se nourrissent. Et après 6 heures, je les ramène dans leur cabane. L'élevage de canards est une activité très lucrative vers laquelle de nombreux paysans se sont orientés. Il y a un avantage majeur à cette exploitation, et l'explication en est simple. Les eaux des canaux forment un réservoir inépuisable de nourriture. Les canards restent en semi-liberté et il suffit de les déplacer pendant la journée. Cette forme d'élevage s'inscrit dans le processus d'adaptation que les hommes ont toujours su démontrer dans une région qui a longtemps été considérée comme improbable. On a de l'eau, beaucoup d'eau, et dans cette eau, il y a de la nourriture en abondance. L'élevage des canards est devenu un bon job, si bon que trop de personnes veulent se lancer. Kerala serait, dit-on, un nom d'origine arabe.
Il était alors prononcé en 2 mots « Kher Allah », qui signifiait le bien de Dieu. Ainsi, cette terre offerte à Parasurama, qui souvent s'est retrouvée envahie par la mer, possède des qualités que l'on connaît depuis longtemps. Ce petit territoire se trouvait à la convergence de l'Occident et de l'Extrême-Orient. Les marchands du monde entier venaient ici faire du commerce en échange des épices pour lesquelles la région était réputée. Les négociants étaient accueillis à bras ouverts et nombre d'entre eux s'y sont établis. Bien avant que l'on ne creuse les canaux des backwaters, la tolérance et le respect de l'autre étaient donc des valeurs essentielles. Le soleil est à peine levé que les pêcheurs sont déjà à bord de leur bateau que l'on nomme ici Valam. Ils se réunissent tous les matins au même endroit et les groupes se mettent d'accord sur les zones de pêche. Le lac Vembanad est le 2e plus grand de l'Inde. Il n'y a donc aucun risque qu'ils se chamaillent pour obtenir la zone désirée. Les bateaux sortent un à un et chaque équipage est formé d'un minimum de 5 pêcheurs. Là encore, la moyenne d'âge est relativement élevée et très peu de jeunes choisissent de perpétuer cette tradition millénaire. Il existe différentes formes de pêche dans le lac, mais la plus prisée est celle que l'on nomme Velavali, qui prend pour cible le carimine, un poisson à la chair délicate. Il faut se rendre dans les lagons que forment les îles, au milieu du lac, pour espérer le plus de prises. À mi-chemin, un vent léger se lève sur le lac Vembanad, une brise fraîche qui rafraîchit les corps et permet de terminer le parcours à la voile. Ce petit coup de pouce de la nature a son importance. Il permet aux pêcheurs de s'économiser, car cette forme de pêche réclame une condition physique irréprochable. La zone de pêche se trouve à l'abri d'un passage étroit que seules les petites embarcations peuvent franchir. Ici, l'eau est toujours tranquille.
du moins en dehors des périodes de mousson qui clouent les pêcheurs à quai. La pêche du carimine doit se pratiquer en eau peu profonde. Elle consiste à déployer 2 cordes garnies de leurres que vont tirer 2 des hommes en avant du bateau. Ces leurres simulent un banc de prédateurs en chasse. Les hommes en charge des leurres sont espacés d'une dizaine de mètres et l'autre extrémité de la corde est attachée à la barque, le tout formant un entonnoir. Les poissons carimines qui nagent au fond de l'eau sont effrayés par les papillotes blanches qui s'agitent. Ne pouvant aller ni à droite ni à gauche, ils plongent leur tête dans le sable et les pêcheurs n'ont plus qu'à les cueillir comme des poireaux en repérant le nuage de vase qu'ils soulèvent. La prolifération de ces petits métiers est une composante importante de la région du Kerala, et elle est sans doute liée à son histoire et sa géographie. Ce qui est aujourd'hui un État de l'immense République fédérale de l'Inde fut un territoire très isolé au cours des siècles. La plus ancienne communauté juive de l'Inde se trouve à Cochin, depuis le 1er siècle avant notre ère. Les Kéralais ont toujours exercé du commerce avec les Arabes et les Chinois, qui venaient ici se ravitailler en épices. Pour avoir entretenu durant des siècles cette tradition d'artisanat, le Kerala n'a pas emboîté le pas au reste de l'Inde lors de la grande phase d'industrialisation qui a suivi l'arrivée des Anglais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, après qu'ils eurent ravi le territoire aux Hollandais qui se l'étaient approprié en 1663. Le caractère fort des gens d'ici a d'autres conséquences sur la couleur politique de l'État, qui fut le premier au monde à élire un gouvernement communiste en 1957. Aujourd'hui, le pouvoir est partagé avec le Congrès national indien, mais l'implication civique et politique des Kéralais demeure très forte, et le taux de participation aux élections est traditionnellement plus important ici que dans tout le reste de l'Inde. Ceci est également à mettre sur le compte du niveau élevé d'éducation et de conscience dans cette enclave où il a toujours fallu composer avec l'isolement et l'éloignement des centres névralgiques du pays. On est aussi très à cheval sur la morale et les interdits, notamment celui qui concerne la vente et la consommation d'alcool, qui sont très réglementés dans le pays. Là encore, les Kéralais ont une botte secrète. Mon père faisait déjà ce métier, mon frère le fait aussi. Ça fait des générations que nous sommes taudis-tapeurs. Mon boulot consiste à monter en haut du cocotier et à le taper pour récolter le taudis. Je livre ensuite ce taudis au taudis shop, qui le servent aux gens d'ici ou aux visiteurs. Et c'est eux qui mesurent la quantité que je livre. Le toddy est une sorte de bière obtenue par la fermentation de la sève de cocotier. La récolte se fait tous les jours et chaque palmier doit produire environ 1 demi-litre du précieux liquide. Le toddy tapeur inflige une blessure à l'arbre et la sève s'en écoule en permanence. Pour favoriser cette production, les hommes se sont aperçus qu'il suffisait de la stimuler au moyen d'un os de buffle avec lequel on tape sur la palme en question. L'activité est devenue un métier et le métier
une caste. La macération ne prend que quelques heures et le taux d'alcool atteint environ 6 degrés, ce qui fait du toddy la boisson la plus appréciée de la région. Je tape 10 arbres chaque jour et chaque arbre doit être tapé 3 fois. Je livre ça au toddy shop et tout le monde aime le toddy. Le toddy que l'on consomme ensuite dans les toddy shops entretient la convivialité qui règne dans les backwaters et qui trouve son origine dans l'histoire même des canaux. Afin de desservir efficacement les 1500 km de canaux et les 300 villages qui les bordent, le gouvernement kéralais a mis en place un réseau dense de navettes qui compense efficacement l'absence de route. Le coût du transport est bon marché et aux heures de pointe, la fréquence de passage est d'1 bateau par heure en moyenne, que les femmes empruntent majoritairement puisqu'elles sont chargées au sein de la famille de vendre en ville les productions maraîchères et de pourvoir au ravitaillement. Le bateau-bus accoste quelques minutes. Le confort à bord est spartiate, mais ce moyen de transport est indispensable aux habitants des backwaters. Aujourd'hui, c'est un mariage qui crée l'événement. Et de tous les villages des environs, on a fait le déplacement pour assister à l'union de Babou et de Jalaja. Ces unions sont rarement le fruit de l'amour, mais résultent plutôt d'un arrangement entre deux familles de même caste ou de même religion. Dans tous les cas, la coutume veut que la famille de la mariée verse une dot à la famille de l'époux. Une charge particulièrement convoitée est donc celle de courtier en mariage, qui possède un catalogue de célibataires et prélève jusqu'à 30% de la dot à titre d'honoraire. Dans les backwaters, toutes les religions se côtoient dans une parfaite harmonie. Et si les mariages se célèbrent traditionnellement entre personnes de même confession, les convives sont quant à eux issus de toutes les communautés et on ne fait aucune différence. Ceci remonte à l'époque où la famille Baker a fait venir de la main-d'œuvre de toutes les régions du sud de l'Inde afin de satisfaire aux besoins des rizières.
Grâce à ça, il n'y avait aucun conflit entre eux et les communautés vivaient en paix. Les chrétiens, les hindous et les musulmans se considéraient comme membres d'une seule et même famille. Tout ceci s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Le Kerala est une région très ouverte et tolérante, mais paradoxalement, elle est aussi l'une des plus conservatrices du pays. Il est très mal vu de se tenir par la main ou de s'embrasser en public, au risque de se faire réprimander ou d'avoir une contravention pour mauvaise conduite. Elle fait aussi figure d'exception dans la représentation des communautés. Si comme ailleurs l'hindouisme est largement majoritaire, la part de chrétiens et musulmans est nettement plus élevée que dans le reste du pays. Les hindous forment 65%, les chrétiens 20% et les musulmans 15% de la population. Si l'on en croit la tradition, saint Thomas serait venu évangéliser la région vers 52 après Jésus-Christ, formant ainsi la première église d'Inde. Depuis, de nombreuses ramifications sont nées, contribuant à la diversité religieuse du pays. Les backwaters ont la particularité d'être constitués de polders, qui sont des terres dont le niveau est inférieur à celui de l'océan tout proche. Durant la saison sèche, l'eau de mer, par la puissance des marées, pouvait inonder l'ensemble du territoire. On a donc construit de solides barrages qui permettent d'en réguler l'entrée et d'approvisionner certaines zones en crustacés et autres poissons marins. À la saison des pluies, l'eau douce gagne en puissance et repousse l'eau de mer. On ouvre alors les écluses afin de réguler le niveau dans les rizières. Ce système est unique au monde. Cette union de la mer et du lac a favorisé le développement de nombreuses richesses dont certains pêcheurs tirent largement de quoi gagner leur vie. Ceux-ci ramassent les coquilles qui se sont accumulées dans la vase au cours des siècles. Il suffit pour cela d'épuisettes solides et de retourner le fond, l'opération étant rendue possible par la faible profondeur du lac. Ces coquilles calcaires possèdent une grande utilité dans le mode de vie traditionnel des backwaters, puisqu'elles permettent de fabriquer le ciment avec lequel on construit tout. Les pêcheurs offrent un spectacle supplémentaire aux visiteurs qui sillonnent le lac à bord de confortables houseboats. Et la symbiose fonctionne. Comme partout, la tradition est le premier argument commercial des opérateurs touristiques. On ne connaît pas vraiment le potentiel de ressources dont dispose le lac Vembanad. La visite annuelle de la mer, dont les eaux épousent les siennes, est sans aucun doute une garantie qu'elles sont renouvelables. Ainsi, chaque jour, ce sont plusieurs centaines de kilos de coquilles qui sont livrés aux négociants locaux, chez qui elles subiront la première étape de leur transformation.
Le matin, nous allons au lac récolter les coquillages au fond. Nous les amenons ici où ils sont pesés. Ensuite, ils sont lavés 2 fois et ils sont envoyés à l'usine de traitement. Le grossiste a la charge de fournir à l'usine les coquillages parfaitement propres. À l'aide d'une pompe à haute pression, les ouvriers éliminent la vase de l'intérieur des coquilles qui seront ensuite transportées jusqu'à l'usine où elles seront broyées et transformées en ciment blanc. Ici encore, une tradition séculaire permet à un pan entier de la population de prospérer grâce à des ressources entièrement naturelles. Cette exploitation intelligente des ressources fournit l'explication de l'excellente santé économique du Kerala, qui, malgré son isolement géographique, est aujourd'hui le plus riche des États de l'Inde. Si partout ailleurs, on ne rêve que de partir à Mumbai ou à New Delhi en quête de meilleurs destins, les Kéralais, eux, restent chez eux. Tout au plus, les jeunes partent accomplir quelques mois de travail à Dubaï ou dans les Émirats tout proches, mais avec la ferme intention de revenir au pays. Ici, les perspectives demeurent excellentes et le développement du tourisme renforce ce sentiment. Le phénomène a débuté il y a une trentaine d'années. La construction des routes a condamné le transport fluvial et les immenses barges, les Ketuvalam, sont tombées dans l'obsolescence. Les plus hardis les ont donc reconditionnées et en ont fait des houseboats, des hôtels flottants, qui permettent d'offrir aux amoureux de silence de séjourner sur le lac et les canaux suffisamment larges pour les accueillir. Parasurama, lorsqu'il a gagné des dieux le territoire du Kerala, a fait une excellente affaire. Cette terre que l'océan condamnait régulièrement est devenue, par le génie des hommes, un formidable exemple de l'adaptation dont ils sont capables. Dans les backwaters, on vit environ 6 ans de plus que dans tout le reste du pays. L'espérance de vie est de 72 ans chez les hommes et 78 chez les femmes, proches de nos pays occidentaux. Dans ce labyrinthe où se côtoient tous les dieux, la tradition fait la preuve qu'elle demeure un vecteur important pour l'économie et qu'elle est un facteur essentiel dans le maintien des peuples là où sont leurs racines. Kumarakom et les 300 villages de la zone restent tout de même vigilants sur les conséquences de la mondialisation. Les dégâts sont connus et on commence à les analyser dans le but de ne pas les reproduire.